Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Nous tentons de leur donner un sens, une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui, c'est plutôt l'émission Contre nous soit dit, où vous avez des invités sur le plateau et nous mettons des questions importantes sur la table pour tenter d'en parler avec ces invités-là. L'actualité dans le pays reste dominée par le voyage du président de la République des Goma où il se trouve. Félix Antoine Tshisekedi a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le coronavirus. Rien de si grave à dire, mais quand même, le couvre-feu qui serait maintenu et d'autres mesures, on en parle dans cette édition du journal. Entre-temps, le président a fait d'autres promesses. On reviendra en gros sur le voyage du président de la République. Et peut-être si vous êtes à la maison, à l'heure où nous enregistrons cette émission, vous suivez la plénière à l'Assemblée, plutôt au Sénat. Les procureurs près la Cour de cassation avaient demandé la levée des immunités de M. Tambwe Mwamba. On tablait là-dessus. Entre-temps, les procureurs près la Cour constitutionnelle aussi a demandé la levée des immunités d'Augustin Matata Ponyo Mampon. On parlera de ça. Sur ces plateaux, un habitué de cette émission, M. Patrick Eyalé. Monsieur Eyalé, bonjour. Bonjour Perrault. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, éditorialiste et polémiste. Le plaisir est partagé. J'ajoute. Le plaisir est partagé, mais la connotation éditorialiste suffit amplement. Mon ami qui se fait appeler éditorialiste katumbiste, mais qui ne l'assume toujours pas. Qui ça? Vous parlez de moi? Je ne vois pas un troisième larron. Non. Assumez, vous êtes un tshisekidiste. Moi, je ne suis pas un katumbiste, je suis journaliste, cher ami. Non, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que je n'assumais pas. À chaque émission, vous me lancez la balle, moi je vous relance la balle. En tout cas, ce n'est pas simplement moi qui dit, et peut-être, je ne dirais pas qui dit, mais qui, je veux nuancer. J'ai la faiblesse, moi et comme beaucoup de gens, de penser que vous êtes katumbiste. Si vous dites que vous ne l'êtes pas, dont acte, mais moi je ne nierai pas que j'ai, dans mes opinions, dans ma prise de parole, en tant qu'éditorialiste, une convergence. Ne tombez pas dans la bassesse d'attribution de concepts aux gens. Ce n'est pas une bassesse. De même que vous assumez le fait que vous ayez des accointances dans vos convictions avec M. Tshisekedi. Mes opinions, oui. Vous me connaissez suffisamment bien. Vous connaissez que je suis un garçon qui assume. Le jour où mes convictions cadreront avec celles de M. Katumbi, vous serez le premier à les savoir. Je l'assumerai totalement d'ailleurs. Cela ne fait pas... Je sais pas un procès que j'entends contre vous, mais j'ai la nette impression, autant, je ne dirais pas qu'on nous affuble, je ne parle pas que de moi, et beaucoup d'autres amis d'ailleurs, que nous partageons avec eux la même pensée, la même façon, la même conception. Je ne comprends pas pourquoi certains amis, certains éditorialistes, qui ont des opinions assumées, que l'on voit dans les plateaux, dans les publications, dans les tweets, qui ont des opinions clairement affichées, mais refusent d'assumer leur positionnement. En tout cas, moi, je ne suis pas de ceux-là. Donc, acte. Je suis pas de ceux-là. C'est une option. Le jour où je sentirai que mes convictions cadrées avec celles de M. Katumbi, encore faut-il que je connaisse les convictions de M. Katumbi, je ne connais pas la ligne, je ne connais pas son idéologie, ça me rappelle vous-même dans un générique. Donc, encore faut-il que je connaisse ces opinions-là. Donc, le jour où ça sera comme ça, je l'assumerai et aller. Bon, on revient à l'émission. Il y a une partie... Je ne sais pas, ceux qui l'ont approché connaissent peut-être ses idées, mais il n'y a pas que les idées, pas que les opinions. Il y a ce que peut incarner une personne en termes de leadership. Ceux qui l'entourent peut-être trouvent en lui un leadership éclairé et éclairant qui pourra faire que dans les élections présidentielles où je souhaite qu'il soit candidat, mais là n'est pas le débat du jour,
puisse être celui qu'il faut Quelqu'un pour... qui soutient Noël Tchani ne peut quand même pas souhaiter que Moïse Katumbi soit candidat. Non, 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 non. J'ai voulu, Non, je non, vous non, ai non, lu non. plusieurs fois. Non. Vous avez soutenu la proposition des Congolais de Noël Tchani. Nuançons, nuançons. Je ne soutiens pas Noël Tchani. Je me suis insurgé contre les faits qu'on tente de bâillonner l'expression de quelqu'un qui a émis une idée, qui a émis une volonté, et tout de suite, la bien-pensance qui nous faisait dire et croire que là-bas c'est des gentlemen, là-bas c'est des gens qui ont l'art du contradictoire. J'ai vu la Katumbi faire se jeter sur cet homme. Ça c'est de un. De deux, je suis d'avis que cette proposition, je ne parle pas. Le problème ici, c'est que on a une espèce de on mélange le messager au message. Moi, le messager, c'est pas trop ma tasse de thé. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais le message qu'il dit sur la congolité, je l'entends. Mais le message, parlons-en justement. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'à l'heure où nous parlons, il faut que nous allions vers une sorte de verrouillage de la notion de l'élection présidentielle en acceptant ou en accordant le droit de compétir qu'aux Congolais des pères et des mères? J'ai vu un communiqué récemment du MLC. Ça m'a, je dirais pas attristé, mais ça m'a surpris. En 2006, nous avons chanté, on a chanté dans cette ville de Kinshasa et dans d'autres villes, Azamwana Congo. Ce débat ne date pas de Tchani, ce débat ne date pas d'aujourd'hui. Ce débat, ou bien cette proposition, remonte du temps de Mobutu. Non, mais ça n'a pas exclu Kabila. Non. C'était une chanson de campagne pour dire que celui-là a son cœur qui bat pour le Congo. Non. Et pour autant, la chanson ne disait pas Kabila ne doit pas compétir. La preuve, elle est là. D'ailleurs, c'est Kabila qui a gagné ces élections. Vous permettez. Cette constitution est l'œuvre des personnes qui gravitent autour du pouvoir. Entre autres, je cite, le RCD Goma. Et c'est leur volonté manifeste qui a fait qu'on ne reprenne pas parmi les dispositions de la loi cette formule qui est utilisée dans bien de pays. C'est pour des raisons qu'ils connaissent, ceux qui ont milité pour cela. Je parle de RCD Goma. C'est eux qui ont milité pour que l'on supprime cette formule qui existait déjà. Ces gens-là, ils sont tous sauf idiots. Ils savent pourquoi ils ont milité pour que l'on supprime cette formule qui est d'application dans bien de pays. Maintenant, quand en 2006, on a chanté Azamwana Congo, oui, on l'a chanté parce que déjà à l'époque, la plupart des gens qui ont entendu cette chanson avaient ce sentiment que il y avait une émergence des personnalités à nationalité douteuse. Et ce n'est pas Mzee Kabila, personne qui nous contredira. Parce que celui, en faisant venir le conglomérat d'aventuriers, comme il avait si bien dit, il nous a amené dans les bagages des personnes comme Kabarebe, qui a été ici chef d'état-major. Donc quand on parle de ce problème, il ne faut pas simplement limiter ce problème à la seule propension, volonté de Katumbi d'être président. Il faut voir le problème dans sa globalité. Maintenant, s'il appelle que M. Katumbi, parce qu'il est déjà acquis que son papa n'est pas congolais, s'il appelle que sa maman est congolaise, moi je suis d'avis qu'on le laisse compétir. Je ne suis pas... Ça veut dire que, de votre point de vue, la loi de Noël Tchani sur la compétition électorale ne devrait pas passer, donc vous ne la soutenez pas? Non, je ne la soutiens... Dans le cas d'espèce, au regard, j'ai vu les gens de Katumbi qui ont dit qu'ils étaient prêts à mettre le pays à feu et à sang. Ils sont prêts à importer les troubles qui se sont faits en Côte d'Ivoire si leurs champions... Ils n'ont pas dit ça. Vous voulez que je vous répète mot à mot? Allez-y, je vous en prie. J'aurais voulu prendre le faciès et le temps. Je parle là d'un député. Mais je ne me permettrai pas d'entrer dans cette forme de saltimbanque. Ça ne me sied pas. Vous avez compris de qui je voulais parler. Il n'y avait pas que lui. Donc, voyons cela. Moi, je me dis, n'offrons pas à ces gens, peut-être ce n'est que ça qu'ils cherchent, l'occasion, l'opportunité de faire sombrer le pays. On peut mettre cette proposition
dans le, je dirais, Dans le placard. Dans le placard, laissons les choses à l'état. 2023 Donc passé. pour vous, c'est la peur de faire sombrer le pays qui vous a... Ce n'est pas une question de conviction. Vous n'êtes pas convaincu que c'est une loi qui ne doit pas figurer dans notre architecture juridique, mais vous dites pour des raisons de paix... Voilà. Je pense, j'entends et je comprends cette proposition au regard des dangers que les nombreuses guerres qu'on a connues par nos voisins peut nous amener. Mais je vois aussi, en tant que je ne peux pas aujourd'hui me cacher une feuille, en tant que, je dirais, leader d'opinion, je vois un peu le danger que cela peut représenter si aujourd'hui cette loi est d'application et cette loi ne permet pas à un monsieur comme Katumbi de compétir. Non, mais quand on dit que c'est une loi élaborée dans les laboratoires UDPSiens pour écarter certains concurrents candidats président de la République, vous n'y croyez pas? Vous ne pensez pas que c'est une machine mise en place par le régime pour mettre hors course certains candidats sérieux comme Moïse Katumbi, par exemple? C'est de bonne guerre. Strauss-Kahn, il a été piégé, on sait comment il a fini. Maintenant, ce que j'aime dans le parti ou la mouvance ou le camp présidentiel, c'est cette liberté ou cette floraison qu'ils ont. Autant il y a des gens qui soutiennent Mordicus, autant vous avez vu des personnes non les moindres, des ténors s'y opposer. Peter Kazadi, par exemple. Peter Kazadi, Vijay Chimanga, avec qui j'ai eu un échange républicain sur Twitter, ils ne sont pas les seuls. Autant il y a des gens qui, pour eux, c'est loin d'être d'application. Voilà ce côté que moi j'aime. C'est le débat. C'est un débat. Le débat n'appelle pas à aller fouiller dans les placards. Le débat n'appelle pas à caricaturer le nez de la personne. Restons dans le débat. Argument contre argument. J'ai été peiné de la défense des personnes qui sont proches Katumbi. Ils sont allés, voilà. Donc ils ont... Tantôt on s'attaque au président Kasavubu, tantôt... Non, voilà. Les personnes habilitées à défendre M. Katumbi dans ce qui serait une attaque contre lui ont prêté le flanc. Ils ont fait évader leur cerveau en ramenant les débats dans un niveau, je dirais, de pestilentiel nauséeux. C'est comme ça que je me dis, bon, ce débat-là, laissons-le. Mais, une fois de plus, si vous me dites que c'est une machine, c'est une machination de l'UDPS, moi je vous dirais, comme je l'ai dit, c'est de bonne guerre, mais aussi, on a vu plusieurs ténors s'y opposer, de l'UDPS même. Donc, il ne faudrait pas ici qu'on accuse l'UDPS de tous les péchés d'Israël. Parlons justement de l'UDPS. Je vous ai vu également, j'ai l'habitude de vous lire, vous êtes une des meilleures plumes de mon pays. Vous posez des questions sur le fait qu'on attribue un peu des trous à l'UDPS. Quand on dit qu'aujourd'hui les insultes, c'est à l'UDPS qu'il faut aller les recruter, quand on dit qu'aujourd'hui l'intolérance, c'est à l'UDPS, vous dites qu'il est hors des questions, ce que les parlementaires des bouddhistes n'engagent pas l'UDPS. Bon. Ces gens de parlement, ces gens qui sont qu'on appelle les parlementaires debout, c'est... Ils se professionnalisent quand même de plus en plus dans les insultes. Hein. C'est des gens qui, je crois que si on était dans un pays, je dirais, rigoureux, c'est des gens qui devraient être suivis. Mais vous avez si bien fait de le dire. Moi, ce que je dénonce, c'est que je déplore, c'est cette tartufferie, cette hypocrisie qui veut faire croire à l'opinion qu'il y a d'un côté, comme je l'ai dit tantôt, des gentlemen, des gens qui ont une culture du débat, des gens qui sont civilisés, et de l'autre côté des barbares, des va-nu-pieds. Non, si vous visitez ma page, même si vous allez dans les commentaires après l'émission, mais il y a des gens qui ne partagent pas mon avis, mais qui ne viennent pas simplement me contredire idée par idée, mais qui viennent m'insulter. J'ai même récemment, il n'y a pas 2 jours, il y a quelqu'un qui m'a lancé une fatwa en me disant Bolele, Okokoufa, Mouta Djalelo. J'ai regardé, j'ai passé, je ne veux pas en faire un fonds de commerce.
Je ne veux pas jouer à la victimisation, mais il est là. Si tu vas dans ma page Facebook, je n'ai même pas supprimé, il est là. Il m'a carrément fait une fatwa me promettant la mort, me traitant de djaliloliste, tout ça. Dernièrement, il n'y a pas plus tard qu'hier, sur Twitter, j'ai fait une réplique. Il y a quelqu'un qui est venu tout bonnement m'insulter. Mais je n'en fais pas un fonds de commerce. Mais j'attire l'attention de nous, Congolais. C'est la culture que nous avons. Celui qui s'illustre en Europe, qu'on venait d'arrêter en France, qu'on a extradé, je ne veux pas citer son nom. Je ne le cite pas. Je n'aimerais pas qu'il écoute ça et qu'ils prennent en charge mes parents, mes grands-parents, ma femme. Il n'est pas de l'UDPS. C'est quelqu'un qui est très suivi, très apprécié. Très apprécié. On l'appelle même leader. Vous entendez? Leader. Mais cette personne-là, que je sache, n'est pas de l'UDPS. Il y a encore une autre personne. Bon, je n'aimerais même pas parler de lui. Donc, voyez-vous, si vous voulez que je vous cite les noms des gens qui sont d'une, je dirais, je cherchais le terme approprié. Non, mais contrairement aux parlementaires debout, quand même, les parlementaires debout sont sous la coupelle de l'UDPS, non? Expliquez-moi comment. Non, mais c'est des gens identifiés UDPS. C'est des gens identifiés UDPS. C'est-à-dire que lorsque au moins là, on sait les identifier clairement. Bon, Ketchou Premier, on ne peut pas l'identifier. C'est un individu qui parle à part. Mais là, ce sont des gens de l'UDPS. Non. Il faudrait-il encore que vous me prouviez, ou que ceux qui estiment que ces gens parlent au nom de l'UDPS nous fassent comprendre les mécanismes qui conduisent à ce que des gens, dans leur liberté d'expression, je dis bien liberté d'expression, se rassemblent quelque part, prennent un micro. J'en conviens que ce qu'ils disent, c'est vraiment des choses, des imputations. J'en conviens. Mais de là à faire le lien, à dire que c'est des gens mandatés par l'UDPS, la ficelle est quand même, la ficelle est quand même un peu grosse. J'ai dit que c'est quand même des gens identifiés, membres de l'UDPS. Et vous le savez, parmi le rôle d'un parti politique, c'est aussi la formation. Nulle part l'UDPS s'offusque de ce qui se passe. Nulle part l'UDPS prend les devants pour encadrer et pour recadrer ces militants-là. C'est ça le problème. Non, je ressens. On peut ne pas avoir donné mandat, mais on peut faire un recadrage. J'ai récemment lu, je ne sais pas si je l'ai entendu, si je l'ai lu, où le secrétaire général se plaignait du comportement de ces parlementaires debout. Faudrait-il encore, ce que j'ai dit, qu'ils aient le contrôle sur eux? C'est encore là une autre paire de manches. Ah, vous voulez dire quoi? L'UDPS, c'est un foutoir, c'est une pétonnière, où on dit on n'a pas le respect de la hiérarchie de son parti. Donc, vous savez que je peux aujourd'hui prendre un drapeau de l'UDPS, je rassemble 2, 3, 4 personnes, je commence à faire les imprécations, UDPS, manani, manana, j'ai dit des déclarations. Et vous pensez que cela doit être imputé à la hiérarchie? Que non. Mais vous, les gens qui parlent au nom de l'UDPS, qui engagent l'UDPS, sont connus. On ne peut pas aujourd'hui prendre, surtout avec je dirais, l'ouverture aux médias que donnent les réseaux sociaux. Quelqu'un peut se réveiller même en Mbujimaï, raconter sa petite vie au nom de l'UDPS. Voilà. Mais vous, Patrick Yalé, qui fréquentez quand même l'UDPS, qui avait des relations avec certains cadres de l'UDPS, vous pensez quand même que c'est l'ère de la rééducation et du recadrage, non? Non, sérieusement, dans un autre temps, il faut que cette histoire, pour moi, dépasse même le giron de l'UDPS. Je pense qu'à un moment, ces gens troublent l'ordre public. Ils ont des déclarations, je dirais, qui sont pas loin d'être des délits. Donc il faudrait qu'à un moment, qu'on sente qu'il y a une autorité, voilà. Pour moi, ça dépasse même le giron de l'UDPS. Je suis en total désaccord avec les propos que j'entends de la part des parlementaires debout, mais aussi des personnes. Voyez-vous où se situe un peu? Je suis même navré que l'on parle de ces gens. Moi, quand j'entends ces gens, bien qu'ils disent des choses inappropriées, souvent j'en rigole. Mais ce que je trouve stupéfiant, c'est de voir des intellectuels ramener les propos de ces gens dans les débats de l'élite. Non.
c'est des gens, c'est comme ce que disait Giscard d'Estaing, c'est des petites choses qu'il faut laisser là où ils sont. Mais pour le besoin de la cause, des gens essayent de faire une récupération. Non, moi ces gens me font rire. Là où moi je suis sidéré quand je vois des personnes qui ont eu un cursus académique, qui parfois s'en vantent, se vautrer dans des débats, je dirais, nauséeux. C'est là où moi j'estime qu'il y a un problème. Mais quand je vois des gens un peu uluberlus qui dans un ton de bouffonnerie font ce qu'ils font, je me dis bon, à chacun son dada. Mais là où moi je suis horripillé quand je vois des gens, des élites, des intellectuels faire ce que les gens du parlementaire debout font. C'est là que je me dis il y a danger. C'est là que je me dis il faut faire haro. Mais c'est pas comme je vois des gens des gens que je pensais être je pensais avoir plus de neurones que moi, ramener les débats, voilà ce qui a été dit dans les que non, on doit nous ramener dans les débats, dans les forums, dans les plateaux, c'est qu'a dit X, c'est qu'a dit tel. Mais on ne va pas ici faire des débats sur ce que disent des personnes qui notoirement et naturellement souffrent d'un manque criant d'éducation et de parcours académique. On va parler actualité, Patrick Eyalé. Finalement, le président de la République est à l'est de la République. Il a même promis d'aller à Béni et à Ituri, malgré qu'il y a ici au Congo beaucoup de gens déconseillent le président de pouvoir y aller. J'étais avec un confrère hier, Yves Bouyassur, là où vous êtes assis. Il dit qu'il ne peut pas s'expliquer et comprendre que le président, le premier de tous les Congolais, fasse un déplacement, mais tardif. Est-ce que vous pensez que le président a raté l'occasion d'exprimer en premier sa compassion? Le président n'est-il pas arrivé à l'est de la République, mais tardivement, selon vous? Il faut à un moment, entre le cynisme politique et l'exaltation politique, qu'on trouve le juste milieu. Je vais m'expliquer. Le cynisme politique, c'est ce qui concourt à peindre tout en noir, à s'opposer à tout, même au vent. L'exaltation politique consiste à voir tout en rose, à dire que tout va bien, tout est beau. Il faut qu'entre les deux courants, qu'il y ait un corridor où on donne l'espace à la réflexion de s'exprimer. Vous avez vu dernièrement le président français recevoir une gifle. Il s'en est suivi des débats. Les éminents politiciens de tous bords se sont posé la question de savoir si cette gifle était évitable, si les services n'étaient pas au courant, et s'il n'y avait pas moyen d'éviter cela. Donc, qu'est-ce à dire? Le déplacement d'un président, ce n'est pas comme un déplacement d'un quidam, où on se réveille, on va réserver son billet d'avion, on dit bon, ça va, j'y vais. Le président peut être empêché de faire un déplacement. Pour un président voyageur comme Félix, est-ce que cette règle-là est encore d'application? Je vous laisse le choix de la caricature. Il y a déplacement et déplacement. Non, je pose la question. S'il vous plaît. Je ne caricature pas. C'est de la caricature. On sait que notre président aime beaucoup voyager, non? Oui, mais c'est ce que je vous dis, c'est la caricature. On peut beau aimer voyager, mais même quand on est touriste, vous n'avez jamais appris qu'on dit qu'ici, ces zones rouges, vous ne pouvez pas voyager. C'est des choses que tout intellectuel sait. Même s'il adore voyager, je n'en discute pas. Mais il y a ce qu'on appelle en tourisme. Je profite pour saluer le ministre du Tourisme qui fait un bon travail, M. Modero. Quel travail Modero a déjà fait depuis qu'il est là? Arrêtez. Si vous me donnez... Quel travail Modero a déjà fait depuis qu'il est là? C'est pas l'objet de l'émission, je perdrai mes minutes, mais si vous me réinvitez pour parler de ça... Je gère l'émission, je demande toi. Dites-moi ce que Modero fait depuis qu'il est là. Toi, c'est moi le patron de l'émission. Vous dites que Modero fait un travail extraordinaire. Il est là ministre du Tourisme. Qu'est-ce que Modero a déjà fait depuis qu'il est là? Vous permettez que je finisse? Non. Vous ouvrez une parenthèse, je veux m'engouffrer là. Pour une fois, reconnaissez que vous dites des choses sans avoir des éléments. Non. Modero fait un travail remarquable. Vous permettez que je finisse ce qui est... Non, cher ami, laissez-moi. Je veux répondre. La conduite du débat, c'est moi. Je vous permets que je veux répondre. Attendez. Attendez, monsieur Yalé. Vous n'allez quand même pas m'interdire de conduire le débat. Vous avez sorti quelque chose, vous dites, vous saluez un ministre qui fait un travail remarquable. Moi, je dis que depuis que le Warrior est là, les Warriors sont là, dans un mois,
si on doit faire un classement des ministres, Modero sera à la queue. J'allais dire parmi les piètres ministres que le Warrior, je n'utiliserai pas ces mots, je les retire tout de suite. D'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé. Qu'est-ce que Modero a fait comme ministre? Quel est le plan pour relancer le tourisme en RDC? Rien. Vous permettez maintenant que je réponde? Allez-y, 2 minutes et puis on va rentrer dans ce qui est. J'ai l'avantage, contrairement à vous, de ne pas être dans la spéculation et de ne pas voir les choses de loi. Je ne vous laisserai pas dire que je suis dans la spéculation. Je pose des questions et je voudrais qu'on me rencontre sur les questions que je pose. C'est un défaut de poser des questions. Pour que je vous rencontre, vous devez me laisser le temps de répondre. Non, mais rencontrez-moi sur mes questions. Voilà. Je ne suis pas dans la spéculation, je suis dans les interrogations. Donc, quand je l'ai salué, c'est parce que j'ai eu l'avantage de me rapprocher de son cabinet, de discuter avec son directeur de cabinet, et il m'a exposé les projets en chantier du ministre du Tourisme. Entre autres, le ministre du Tourisme, le ministère du Tourisme prend une part très active dans l'organisation de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, j'espère que Covid ne va pas empêcher cela, sera émis sous tutelle du ministre du Tourisme. C'est ça le mérite. Qu'est-ce qu'il y a de mérite à l'intérieur de ça? J'ai dit tout à l'heure. Vous avez dit que qui fait un travail remarquable. Moi, je veux avoir des éléments sur lesquels vous basez votre argumentaire. Mais quel est le travail que Modero a fait depuis qu'il est là pour que sur un plateau de CPL Télévision, qu'il mérite qu'on lui jette des fleurs? C'est la question que je me pose. Vous parlez de Boudimou qui vient d'annuler les permis de Gettler. Je vous donnerai le temps. Je suis d'accord. Modero, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là comme ministre? Je peux. Allez-y. Vous conviendrez avec moi que le curseur de ce qui peut être appréciable et remarquable n'est pas le monopole que vous avez. Je vous suis parfois quand vous faites les décrits. J'en conviens que vous êtes libre de votre expression, d'apprécier, de juger. Mais convenez avec moi que le curseur de ce qui peut être noté comme remarquable, appréciable, n'est pas un métronome qui vous... S'il vous plaît. Moi, je pose des questions. S'il vous plaît. Je ne dis pas que j'ai le monopole je ne fais que poser des questions. Je repose ma question, comme ça je vous laisserai le temps. Vous avez salué ici dans cette émission M. Modero Timba en disant qu'il fait un travail remarquable. Moi je dis, dites-moi quel est le travail là que Modero Timba fait. Comme vous avez répété, je veux me répéter. D'accord. Le curseur de pointer ce qui est appréciable et remarquable ne vous appartient pas. Moi, j'ai l'avantage d'avoir rencontré le directeur de cabinet. Il m'a expliqué ce qu'il va être fait par rapport au jeu de la francophonie, dont le ministre du Tourisme a pris la conduite. Je me dis, si ce qui est en chantier est appliqué, le ministre, ce ministère qui était pendant longtemps dans la pénombre, prendra de la lumière. Je ne suis pas mandaté pour dire tous les projets qui sont en chantier, mais de ce que j'ai entendu, notamment sur les Jeux de la francophonie, je me dis que si ce qu'on m'a exposé était mis en chantier, le ministre du Tourisme recouvrira une certaine, je dirais, revenons au débat. Je note qu'on est encore dans les chantiers, on est encore dans les projets, on est encore dans les illusions de M. Modero Timba. On n'est pas encore dans les faits. Ok, on parlait du président de la République. Parce que vous pensez que ça se passe comment? On parlait du président de la République. Revenons. Dans le monde d'Alice de Merveille, vous pensez que ça se passe comment? Ça se passe, c'est à travers des projets. Revenons. C'est à travers des promesses que vous n'aimez pas écouter. Revenons. Vous faites bien de faire revenir. Revenons sur le président de la République. Donc, je disais, entre le cynisme politique qui consiste à peindre tout en noir, à refuser de voir une quelconque lueur, et entre l'exaltation qui consiste à voir tout en rose et à dire que tout va bien, tout est beau, il faut un corridor. Il faut un corridor où l'expression s'exprime sans passion et sans émotion. Le président de la République, j'ai même entendu quelqu'un qui dit non, le président arrive après que. Après son premier ministre, après une délégation de ministres, c'est ça le problème. Non. Je disais et je dis encore que l'Est du pays, à part l'éruption volcanique, est une zone classée rouge. Notamment là où il va se rendre aujourd'hui, Beni et Ituri. Il devrait y avoir en amont ce qu'on appelle aujourd'hui l'état des sièges. Pour essayer, parce que ce qui est
attendu, ce n'est pas que monsieur le président aille à l'Est, c'est les résultats. Entre autres, c'est la pacification de l'Est. C'est trouver la solution ou les solutions aux problèmes survenus suite à l'éruption. On ne va pas aller pour la beauté, parce qu'il y a ici des gens qui ont crié que le président doit y aller, même au risque de sa vie. Ah, voilà, je prends l'avion, parce que les gens se sentent excités, j'y vais. Non. Donc, vous y a pensez que cette visite-là, elle n'est pas tardive, contrairement à ce que certaines personnes estiment? tardive en fonction de quoi? Parce que s'il était allé sans des solutions, les mêmes personnes qui disent que c'était tardive allaient dire il est allé quoi faire là-bas? C'était un moment quittons le cynisme politique qui consiste à s'opposer à tout. Il serait allé au lendemain de la catastrophe, n'ayant pas la pleine mesure de ce qu'il faut faire. On allait dire mais qu'est-ce qu'il allait faire, bon sang? Voici l'incompétence, voici. Il prend le temps d'asseoir les solutions. Il prend le temps de chercher à voir comment faire pour apporter les résultats. Les mêmes personnes se plaignent. Il serait allé... Mais qu'est-ce que vous pensez? Pour aller à Goma, il fallait quoi? Il fallait rien. Mais non seulement que les mêmes personnes qui criaient pour qu'il aille à Goma allaient être les premiers à se plaindre qu'il est allé, il n'a rien fait, on n'a rien vu, qu'est-ce qu'il a télé faire, il aime bien voyager, voilà, il a voyagé pour gaspiller l'argent. Maintenant qu'il part, quand tout a été fait en amont, pour que le début de commencement des solutions et des résultats, qui d'ailleurs sur certains fronts de l'état des sièges sont visibles, on se plaît encore. Non, mais Patrick, vous parlez des résultats. Quels sont ces résultats que le président amène dans l'Est? Parce que bon, j'ai également suivi certains commentateurs d'actualité et certains éditorialistes et dire que le président a même dit dans son discours que je ne sais pas encore apporter des solutions, mais non, laissez-moi le temps de m'imprégner de la situation. Le président qui est supposé être le mieux informé arrive à Goma avec d'autres promesses. Est-ce que vous pensez que c'est normal que notre président arrive dans un endroit ayant subi la catastrophe comme l'Est de la République, avec un discours du genre, il est temps pour moi de m'imprégner de la situation? Est-ce que ça passe dans la bouche d'un président de la République? Je parle du professionnel en communication que vous êtes. Je vais faire d'une pierre deux coups. Quand le président a parlé d'histoire, je crois, mourir pour Béni, et les gens sont allés dans tous les sens. Récemment, lors d'un match, le joueur Neymar a dit, je suis prêt à mourir pour que le Paris Saint-Germain remporte. Ça m'a fait doucement rire. Il y a un problème aujourd'hui avec certains Congolais d'appréhension et de compréhension. Je veux vous dire en des phrases simples ce que le président a voulu dire. Il a voulu simplement dire « je suis venu palper ». Il pouvait le dire en ces deux mots, « je suis venu palper ». Il y a une différence entre le rendu qu'on vous fait d'une situation. Voilà, il y a ci, il y a ça, il y a ci, c'est passé ci, il faut ça. Ok, maintenant je me rends pour palper du doigt. Et c'est ce que le président fait. Il veut tout simplement être dans la peau d'un papa, d'un responsable qui vient partager la peine, la souffrance, voir des visus, palper du doigt. Mais comme les gens sont dans une espèce, pas d'opposition, espèce de cynisme politique. Non, je cherchais un autre mot plus fort. Parce que là, c'est même plus de cynisme. Ça dépasse tout entendement. Ce n'est pas vrai. Ça dépasse tout entendement. On pense même à emprunter tes mots. Moi, je n'aimerais pas aussi pécher par excès d'exaltation. Parce que je sais qu'on va m'accuser. Voilà, vous êtes là toujours à défendre, à dire que tout est bien. Non. Moi, quand il s'agit de prendre du recul pour dire que non, là, il y a les choses qui ne sont pas bien faites, bien dites, je prends le courage de le dire. Ça, je peux confirmer. Mais, jusque-là, je ne vois pas, sauf 2-3 mots peut-être dits qui n'étaient pas à l'endroit, je ne vois pas... Voilà encore, j'en profite. Le président, parfois, pêche dans sa communication qui est, je dirais, sans filtre. Par exemple, pour les vaccins. Quand il a dit
qu'il avait aussi des craintes par rapport au vaccin AstraZeneca. Et j'ai vu les réactions. Comment un président peut dire ceci? Je comprends ces gens. Sur ce point, je comprends ces gens. Le chef de l'État, il y avait un élan de, je dirais pas plus de conscience, mais de volonté de beaucoup de gens à aller se faire vacciner. En remettant en cause la fiabilité d'AstraZeneca, il a douché la volonté de certaines personnes. Sur ce coup-là, je dis que le président a été, je dirais, a été maladroit dans ses propos. Il est vrai. Pourquoi je dis que le président parfois parle sans filtre et c'est parfois difficile à suivre? Il est vrai que le vaccin AstraZeneca a posé des problèmes. À un moment, elle a suspendu. Dans certains pays, France, Suède, voilà. Quelques problèmes d'embolie notamment. Voilà. Pendant qu'on l'avait suspendu, au même moment, c'est le vaccin, je dirais le vaccin, pas le seul, mais c'est le vaccin qu'on a majoritairement inoculé en Grande-Bretagne, sans que cela ait causé des dégâts collatéraux. Et puis après, les pays qui l'avaient suspendu ont finalement levé la suspension. C'est pour dire qu'avec ce vaccin, allez-je dire, il n'y a pas une crainte aussi énorme. Tu vois, ma propre maman m'a appelé pour dire, mais tu vas aller te faire vacciner, même le président est contre le vaccin. Voyez-vous un peu, la communication du président sur le vaccin a, à mon avis, été maladroite. Ok, d'accord. Justement par rapport à ces voyages, le président a pondu encore une autre promesse. Le président dit qu'il va mettre en place une agence chargée de lutter contre les catastrophes naturelles. Il y en a déjà au ministère de l'Intérieur, il y a une direction en charge de lutter, de prise en charge des catastrophes. Parlons justement des catastrophes des volcans. Il y a l'OVG. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle agence? On avait besoin d'une autre promesse du président de la République. Est-ce que M. Tshisekedi est-il dans l'obligation de promettre partout où il passe? Bon, les structures que vous avez citées, dont je n'ai pas connaissance, vous avez l'impression qu'elles sont efficientes? Ils sont efficientes? Moi, je n'ai pas cette impression. S'il estime que les structures qui existent ne sont pas efficientes, qu'il faille une structure qui pourrait être plus efficiente, je ne vois pas pourquoi on devrait s'émouvoir et s'offusquer. On vous a dit que dans cette structure, on prendra des Tchadiens pour venir travailler. C'est aussi ça que je ne comprends pas. On vous a dit que dans cette structure, on prendrait des Rwandais qui viendront travailler. On prendra plus la diaspora, parce que celles qui ont déjà été créées sont dirigées pour la plupart par les diasporas. C'est qui me sidère encore quand vous prenez la diaspora. Les mêmes gens qui sont, je te prends toi aussi dans le lot, qui sont opposés à la loi de Tchani, c'est les mêmes gens qui sont opposés aux Congolais de la diaspora. Donc comme si les Congolais de la diaspora sont moins Congolais que les Congolais qui sont ici. C'est cette espèce de haut le cœur. Non, mais le problème aussi, c'est... Patrick est allé. Est-ce que le problème aussi, ce n'est pas le fait que Kabound l'a d'ailleurs dit, lorsqu'il dit de nous tous, il parle d'une inconscience collective, que nous devons réduire sensiblement les trains de vie des institutions. Le président lui-même crée des institutions qui vont encore aller grignoter dans le budget que nous avons, au lieu de redonner vie à celles que nous avons. Est-ce que là, c'est pas contradictoire un peu par rapport au tweet? Deux choses différentes. Réduire les trains de vie des institutions n'empêche en rien de créer des structures. Mais qui vont émerger aussi dans le budget de l'État. Attendons-nous bien. Quand on parle de réduction, ça veut dire que les institutions qui sont en place nous coûtent cher. La volonté, ou bien le souci, c'est de réduire le budget qu'on alloue à ces institutions. Ok. Mais si vous réduisez, cela ne veut pas dire que parce que vous avez réduit, aujourd'hui, on ne peut plus créer d'autres structures qui vont créer aussi des emplois aussi, parce que, n'oublions pas, même si pour vous, les gens qui sont engagés ne sont pas congolais, je ne vois pas parfois le procès qu'on fait aux personnes parfois qu'on engage, qui sont congolais, comme Tchani, comme Katumbi, comme toi, comme moi. Du moment où la structure créée
ne serait pas budgétivore. Du moment où ça sera dans les clous, je ne vois pas en quoi l'un empêchera l'autre dans la volonté de réduire la train de vie des institutions. On va terminer cette émission. Patrick, il y allait une escale. Avant de faire escale, je voulais vous amener à l'Assemblée nationale, mais je voudrais qu'on reste encore un peu dans l'Est de la République. Quand même une bonne décision. Finalement, on commence à dégazer le lac Kivu avec le ministère des Hydrocarbures. Et dans la foulée, j'ai également appris que le ministre Warrior Boudimbo a décidé de ne pas renouveler le permis d'exploitation de M. Dan Gettler sur le bloc 1 et le bloc 2 des Graben-Alberti. Ça, c'est quand même une bonne décision qu'il faut saluer. C'est une décision courageuse. Il fallait du courage, il fallait de l'aplomb pour l'avoir. Parce que M. Gettler a acquis ces blocs pétroliers, je dirais, avec des cacahuètes. Aujourd'hui, ces blocs reviennent au domaine public de l'État. Et je pense que quand la pile d'offres, d'ailleurs il y a un spot télévisé qui passe déjà dans les médias étrangers, bientôt dans les médias aussi nationaux, il y aura un appel d'offres dans les règles de l'art pour valoriser ces blocs pétroliers. Vous êtes de ceux qui pensent que Gettler est quand même pour beaucoup dans le malheur et dans, j'allais dire, dans le désordre qui règne dans nos minerais et un peu plus partout. Non, mais quand quelqu'un, je dirais pas achète, quand on octroie un bloc pétrolier à 500 000 $, et sans l'exploiter, il la revend à 150 millions. Comment vous expliquez ça? Je n'ai pas dit on lui vend, parce que pour moi, ça c'est même pas vendre, on l'octroie. M. Gettler est pour beaucoup dans la déliquescence, dans la déconfiture de notre économie. Il fallait du courage pour dire stop. Vous avez parlé du dégazage. La personne, c'est un Français qui a été appointé pour faire ce dégazage. C'est le même qui a fait la même opération au Cameroun, dans le lac Nyos. C'est un Français. Il a déjà commencé la première étape lors du dernier voyage où le Premier ministre s'en est allé avec 12 membres du gouvernement. C'est là qu'ils étaient allés pour installer déjà la première partie dans le lac pour procéder au dégazage. Et il faudrait bien que c'est des choses un peu techniques et qu'on n'est pas suffisamment outillé pour en faire large écho, mais il faudrait bien que les gens se rendent compte de la dangerosité que de ne pas procéder à ce dégazage. Et il faudrait que les gens, parce que les gens vont se dire, mais comment dans un côté on parle de l'exploitation du gaz pour en faire de l'électricité, et de l'autre côté on parle du dégazage. Le gaz qui doit être exploité, un peu comme on le fait avec le Rwanda, c'est le gaz méthane, qui ne pose aucun problème. Et le ministre de ce que je sais est en pourparlers avancé pour qu'incessamment sous peu que l'on commence à exploiter le gaz méthane du lac Kivu, comme ça se fait au Rwanda. Mais le gaz qui doit être dégazé, ce n'est pas le gaz méthane, c'est l'oxyde de carbone, qui est dangereux. Et ce n'est pas au lac Kivu, c'est au lac Kavoud, près de cette autre montagne, le Nyamou. Finalement, j'ai un mot avec, j'ai un problème de mots. Nyamulagira. Voilà, je vais arriver. Donc voilà un peu. J'ai pris le temps de me renseigner. C'est un peu ce qui est en train de se faire. Et je crois que le français, le nom m'échappe, doit rentrer la semaine prochaine pour continuer cette opération de dégazage qui est très important. Parce que si il y a une fuite, peut-être que les gens ont oublié, on risque de compter les morts comme il y en avait eu au Cameroun avec le lac Nyos. Merci beaucoup Patrick, et allez, on va terminer cette émission, on est à la 45e minute, c'est d'ailleurs la fin. Un mot quand même par rapport au Sénat.
le procureur a demandé la levée des immunités des Tambwe Mwamba et des Matata Pogno. Beaucoup crient à la vengeance, à une justice des vainqueurs. Beaucoup crient à une justice à double vitesse. Seulement les proches de l'ancien président de la République, pourquoi pas, ceux qui ont été également cités dans le rapport, qui sont de l'UDPS, pourquoi eux ne sont pas inquiétés? Récemment, il y a une vidéo qui a circulé sur Mzee Kabila où je me suis rappelé, quand j'ai vu cette vidéo, il était assis, il y avait tous les dignitaires mobutistes. Les Kikunda, les Kisombe. C'était pas des... Ils n'ont même pas eu droit à un semblant de procès. Kabila, Mzee était là, il leur disait, vous avez pillé, vous avez volé, mettez l'argent ici. Cash. Dieu merci que, pour certains, qui disent qu'il y a un semblant de justice. Déjà, c'est déjà ça. Il y a un semblant de justice. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il est venu affronter la justice. Après, cette même justice que vous êtes venu affronter, vous n'avez pas foi en elle. Je pose les jalons. Vous dites, il y a une justice des vainqueurs, il y a une justice à double vitesse. Vous pouvez avoir raison. Mais ce qu'il faut savoir, une justice à double vitesse ne veut pas dire que ceux qui sont jugés ne sont pas coupables de ce qu'on leur reproche. Il faudrait que cela soit dit et compris. Une justice à double vitesse veut simplement dire que vous êtes jugé pour les faits qui vous sont imputés et pour lesquels il y a des indices concordants qui concourent à croire que vous êtes responsable, ou je dirais coupable, des faits vous reprochez. Après, une opinion avec raison dit, non, mais pourquoi simplement lui? Arrêtons-nous d'abord là-bas. Est-ce que celui-là qui est jugé, est-il jugé par des faits qu'on a, je dirais, inventés, par des faits qui ne le sont pas imputables? Je suis sidéré parfois quand je vois des gens être aujourd'hui les défenseurs de ce que moi j'appelle les braconniers financiers. On était ici il n'y a pas longtemps dire Babo Mimboka, Bimboka, Basali Boy. Et à chaque fois que l'un des dignitaires de la Deuxième République est cité dans une affaire de justice, parfois les mêmes personnes qui passaient de plateau en plateau pour, je dirais, fustiger la gestion économique de la Kabylie, c'est les mêmes gens qui aujourd'hui sont les défenseurs des gens qu'ils critiquaient abondamment hier. Pour moi, du moment où ces gens, les faits qui leur sont reprochés, sont des faits, je dirais, vrais, avérés, jugeons-les. Maintenant, on dit qu'il y a des gens qui sont aussi coupables, mais qui ne sont pas jugés parce qu'ils sont proches du pouvoir. Je veux répondre en deux faces. Et je veux même citer les noms. On parle de Lobo, généralement, il y a dans les dossiers qui nous sont parvenus, on parle de Lobo, on parle de Eteni. On parle du ministre de formation professionnelle. Bon, lui, il est de l'UNC. Mais bon, quand même. L'UNC, aujourd'hui, on ne sait même pas s'il est allié ou opposant. Non, lui, laissons le de côté. Il y a Lobo, il y a Eteni, et il y a le gars de APCL. Voilà, Agence pour la lutte contre la corruption. Voilà, c'est les trois personnes-là qui sont le plus citées quand on parle de justice à double vitesse. Je dis ici, je lance un message. S'il y a une volonté de soustraire ces gens qui sont cités à la justice, ceux qui sont à la manœuvre ne rendent pas un bon service à cette mandature. S'il y a une volonté de leur soustraire de la justice, ceux qui sont à la manœuvre ne rendent pas, je dirais, un service au chef de l'État, à cette mandature. Dans le deuxième volet, rien ne nous dit, s'agissant du cas comme Eteni, l'IGF a fait son travail, il a donné ce travail de qui de droit, et rien ne nous dit que ce travail est bloqué par le fait du pouvoir. Moi, j'aime parfois être dans le corridor. Je dirais, entre le cynisme et l'exaltation, j'aime tracer un chemin. Mais s'il est avéré que ces dossiers sont soustraits parce que ces gens sont du pouvoir, c'est un bilan
que cette mandature portera à sa charge. Mais pour finir, pourquoi j'ai évoqué le cas de Mzé en commençant? Et ici, je dis encore aux tenants du pouvoir, vous voyez ce qui se fait aujourd'hui avec la Kabylie, qui est jugée pour les choses qu'ils ont faites et réellement faites. S'il y a des gens qui ont commis des abus, le pouvoir de M. Félix n'est pas un pouvoir éternel. Il passera, comme le pouvoir de Mzé est passé, comme le pouvoir de Joseph est passé. Les gens qui commettent des torts, les gens qui commettent de délits, subiront la rigueur de la loi. Merci. De ceux qui prendront le pouvoir en 2028. Merci beaucoup, en 2028. J'ai dit. Merci beaucoup, Patrick. Allez, je veux pas. Vous n'avez pas vu ça venir, hein? Non, je ne veux pas ouvrir les débats là-dessus. Merci d'être venu nous voir. Je vous Madame, remercie. cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à l'équipe technique qui m'a permis d'entrer en contact avec vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi.